Bonjour Pascal Canfin, vous êtes directeur du WWF France. L'équipe de Une Saison en Guyane vous accueille dans ses locaux afin de discuter des positionnements de l'association face aux nouveaux grands projets miniers et pétroliers en développement. Comment se place le WWF devant ces nouvelles questions environnementales ? Alors, nous, notre position, et c'est une position qu'on tient ici, c'est une position qu'on tient partout dans le monde, c'est de dire, effectivement, on est là pour structurer, essayer de rendre davantage soutenables les grandes filières économiques mondiales, que ce soit le minier, que ce soit dans le domaine agricole, l'huile de palme, le soja, etc. Donc sur le premier sujet, c'est est-ce qu'il y a une opposition de principe à ce qu'il y ait une activité minière légale responsable en Guyane sur l'or. Premier sujet de principe. Puis ensuite, il y a les questions des modalités pratiques du projet, en l'occurrence. Sur les questions de principe, il n'y a pas du côté du WWF une opposition de principe à ce qu'il y ait une activité minière légale responsable en Guyane, puisque c'est même ce qu'on propose, qui est de dire si on veut un or qui soit responsable, qui soit traçable, qui soit certifiable, il faut qu'il y ait donc une activité qui soit légale, qui soit encadrée, mais, et c'est là, pas à n'importe quelle condition. Et c'est là où on arrive sur les conditions spécifiques du projet concerné. Et là, on a aujourd'hui à ce stade davantage de questions que de réponses, puisque le dossier n'est pas encore sur la place publique et on n'est évidemment pas partenaire de ce projet sous aucune forme que ce soit, donc on n'a pas d'informations spécifiques, donc on attend les informations qui sont dans le domaine public, et on a des points d'alerte évidemment importants, parmi lesquels la question de l'énergie, comment cette mine sera alimentée, avec quelle source, au bénéfice de qui, au détriment de qui, la question du cyanure. Ce cyanure, il va falloir l'apporter, l'amener, et il va falloir donc créer une route spécifique, quid, qui paye, voilà. La question des retombées pour les populations locales. On sait très bien que les grands projets d'infrastructures minières comme celle-là peuvent non pas être structurants, mais déstructurants. Moi j'ai été ministre du développement dans une vie antérieure, je connais bien la question de la malédiction des matières premières. Donc la question, c'est les modalités. Est-ce que ça sera tourné vers l'emploi local, tourné vers une économie qui ne bénéficiera pas trop de défiscalisation, puisqu'on sait très bien que parmi un des enjeux pour ces grands projets, c'est de générer de la recette fiscale locale. Si c'est défiscalisé, il n'y a pas de recette fiscale. Et puis il y a la question de l'opérateur. L'opérateur, est-ce que c'est un opérateur en qui on peut avoir confiance, qui peut s'inscrire dans une logique de développement local, territorial, à partir de ce projet? Est-ce que c'est un opérateur qui a des pratiques à l'extérieur et qui a déjà fait preuve d'une certaine responsabilité ou pas? Voilà des questions concrètes aujourd'hui, qui sont celles que l'on pose publiquement, sans avoir, encore une fois, un avis négatif sur le principe même, puisque nous, on ne peut pas dire, nous, VVF, il faut un or traçable, légal, responsable, et quand il y a une mine qui s'engagerait, si elle s'engage, toutes les questions des modalités, dans cette voie, être contre. Donc on est sur aujourd'hui ce questionnement-là, ce positionnement-là, qui me semble être celui qui est le plus responsable, pour le coup, le plus équilibré, qui tient à la fois compte des enjeux de conservation, de protection, etc., aussi des enjeux de développement économique, et si on verra à quelle conclusion on arrive, hein, lorsque les informations sont sur la table, lorsque le dossier sera monté. Aujourd'hui, on a clairement des points d'alerte, des points d'interrogation, et on a des questions auxquelles pour l'instant on n'a pas de réponse. La cyanuration est aujourd'hui l'unique mode de fonctionnement de la filière hors primaire. En 2016, ne devrait-on pas interdire ce procédé polluant et risqué, et dans le cas de l'Ouest guyanais, pour le bassin versant du fleuve Maroni? Cette zone, elle est quand même frontalière de 2 réserves de biodiversité intégrale, biosphère intégrale. Est-ce qu'on est capable de vraiment avoir une maîtrise de l'impact localisé, contrôlé, tracé? Voilà une question qu'on pose. Si la conclusion se révélait négative, quelle que soit la technique utilisée, et alors si on peut trouver des techniques moins impactantes, évidemment tant mieux, mais ça fait partie des sujets de la maîtrise de l'impact technologique et
sur les infrastructures qui sont concomitantes, qui sont associées à la mine, les routes, etc. Donc on est aujourd'hui sur ces questions. Et encore une fois, je pense que c'est important de bien comprendre notre positionnement. C'est que pas d'opposition de principe, mais de fortes questions, de fortes alertes sur les modalités précises. Le modèle de développement de la Guyane devrait passer pour l'essentiel de la classe politique par l'exploitation des ressources minières. Mais on voit que les retombées économiques pour le territoire sont minimes. Quel modèle de développement peut-on imaginer pour notre territoire? Il y a ici un capital naturel qui est exceptionnel, vraiment exceptionnel, d'envergure mondiale, mais qui en même temps se touche du doigt, y compris dans la ville même, sur les plages de Cayenne avec les tortues, ou dès que l'on sort avec les forêts tropicales. Et donc on a là un capital qui, je pense, n'est pas suffisamment valorisé de manière soutenable, que ce soit sur le bois, que ce soit sur la pêche, que ce soit sur l'écotourisme. Et on a comme ça plein de possibilités qui dessinent un chemin de développement, qui est un chemin de développement qui n'est pas la mise sous cloche du territoire, parce que ça peut être une vision sympathique, exportée depuis Paris en disant ici on est juste dans une logique de conservation, point. Non, ce n'est pas la logique du WWF. Évidemment, il faut être dans une logique de protection, ça va de soi, de ce capital naturel, parce que si vous détruisez ce capital naturel, il n'y en a plus. Mais c'est aussi une logique économique de valorisation de ce développement, de ce capital naturel. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de marge de progression. Et nous, on veut jouer évidemment un rôle pour dessiner ce chemin sur l'ensemble des filières, que ce soit le bois, l'énergie, le tourisme, la pêche. On voit bien qu'on a ce chemin qui est devant nous. Et c'est aussi la responsabilité des acteurs publics, au premier rang desquels l'État, que d'accompagner les acteurs locaux, que ce soit ceux de la société civile, les entreprises ou les pouvoirs publics locaux, pour dessiner ce chemin qui ne soit pas un mode de développement qui soit fait uniquement de mines, de centrales thermiques et de plateformes pétrolières. La monétisation des écosystèmes services de la forêt, mise en place à travers un échange financier entre le Guyana et la Norvège, n'est pas une réussite. Comment envisagez-vous l'avenir de ce type d'échange économique? Effectivement, c'est de se dire, est-ce qu'on a mis tous les moyens, est-ce qu'on va mettre ici les moyens pour parvenir à ce mode de développement qui, encore une fois, sur la partie minière, si on est capable d'inventer ce modèle, mais pour de vrai, pas sur le papier, pour de vrai, de mines responsables avec la traçabilité, la certification, la responsabilité sociale, environnementale et fiscale, ça peut être au contraire quelque chose qui tire l'ensemble de la filière vers le haut. Donc encore une fois, il ne faut surtout pas opposer, c'est ça la philosophie du WWF, c'est pas d'opposer un mode de développement à un autre, c'est de dire, il y a dans le mode de développement habituel, il y a des choses qu'il faut tirer vers le haut et des choses qu'il faut exclure. Et puis dans ce qu'on ne fait pas assez, dans ce modèle de développement soutenable, avec vous évoquiez un échec, ou en tout cas au Guyana et la Norvège, mais Costa Rica est un très bon exemple, au contraire, de valorisation de ce capital naturel, où à travers l'écotourisme à grande échelle, eh bien, on joue non pas sur l'exploitation et la destruction du capital naturel, mais au contraire sur la mise en valeur de sa protection pour développer un modèle économique soutenable, et qui fonctionne sur le plan économique. Donc encore une fois, il y a des bonnes pratiques à prendre partout, et c'est l'un des avantages d'un réseau international comme le WWF, c'est d'être capable de s'inspirer de ces bonnes pratiques, aussi de s'inspirer de ce qui n'a pas marché ailleurs, pour dire ici, discutons, dialoguons avec l'ensemble des acteurs publics comme privés, pour inventer le modèle qui sera pertinent à la fois sur le plan humain, puisqu'il y a une jeunesse qui ne demande qu'à travailler, qu'à avoir du développement économique, et en même temps pertinent sur le plan environnemental. Nous voudrions aussi évoquer un autre sujet minier, celui du pétrole, et l'arrivée de Total en Guyane pour des forages d'exploration. Est-ce bien cohérent de miser sur les hydrocarbures sur une zone aussi importante au niveau environnemental que la Guyane, et juste après la COP21 à Paris? Alors là-dessus, il y a des éléments communs avec le minier, et puis des éléments différents. Nous, notre vision de l'avenir énergétique du monde, c'est effectivement un avenir qui tend vers, on n'y est pas demain matin évidemment, vers le 100% renouvelable. Et je prends un exemple, un chiffre qui est trop peu connu, 90% des nouvelles productions d'électricité qui ont été installées dans le monde l'année dernière
c'est l'Agence internationale de l'énergie qui le dit, 90% ont été à base d'énergie renouvelable. Donc cette mutation, cette transformation est en train d'arriver à très grande échelle. Et donc il y aura une forme de paradoxe à se dire, on va ouvrir ici, comme sur l'ensemble du plateau des Guyanes d'ailleurs, parce que c'est un sujet aussi qui concerne les pays frontaliers, un nouveau front en quelque sorte, qui verrait des multiplications de plateformes pétrolières offshore, alors qu'on est justement dans cette logique de transition et de diminution de notre dépendance aux énergies fossiles. Donc je pense que là, on a une position, pour le coup, de principe, hein, qui est plutôt hostile au développement de ce type de plateforme. Et par ailleurs, si jamais, ce qui n'est pas notre souhait, ces plateformes devaient voir le jour, puisqu'il y a des permis, il y a des discussions juridiques, des discussions politiques, et à ce moment-là, il faudrait à minima, s'assurer qu'il y ait un élément de limitation de l'impact local sur le plan environnemental et un bénéfice pour les populations locales. Et dans le cas précédent, ce qui était celui de Shell, ce qui a été démontré, c'est que bien, si ça avait été mis en place et lorsque les travaux étaient développés, le bénéfice pour la Guyane était infinitésimal rapporté au risque que ça faisait porter notamment sur la biodiversité et rapporté au fait que ce n'est pas un projet isolé, c'est un projet qui revient à donner le mauvais exemple en quelque sorte sur l'ensemble du plateau des Guyanes. Donc je crois que très clairement nous on soutient aujourd'hui les positions qui consistent à dire qu'il ne faut pas aller dans cette direction et de toute façon ça n'est pas une solution aujourd'hui au développement économique de la Guyane. La France métropole semble ne pas avoir conscience des enjeux liés à l'océan en Guyane. Le WWF pourrait-il aider pour faire évoluer cette situation ? Je pense qu'il y a déjà eu un débat lorsqu'il y a eu le sujet avec Shell. Le débat est monté, il est monté y compris médiatiquement. S'il devait se reposer, je pense qu'il remonterait. Il est monté également. Ici, mais on n'a pas eu l'impression. Moi, je ne suis pas basé ici, donc non, je pense qu'il a existé. En revanche, je suis d'accord avec vous. Le rôle de la société civile, du WWF, mais pas seulement, bien évidemment, c'est de faire prendre conscience que ce sujet du développement et des risques associés aux plateformes offshore relativement profondes, eh bien, c'est pas simplement dans d'autres pays, c'est aussi dans le territoire français et dans les eaux françaises. Des publications scientifiques ont montré récemment que la prospection géologique pétrolière à base de canons sismiques était dangereuse pour la faune marine. Comment agir pour une interdiction de ce type de pratique ? WWF, on a beaucoup contribué à ce qu'il y ait des décisions qui soient prises par Ségolène Royal sur la Méditerranée, puisque c'est une autre zone dans l'ensemble des eaux françaises où nous avons aujourd'hui une décision de moratoire sur l'exploration d'hydrocarbures. C'est le cas en Méditerranée. C'est une bataille qui, pour l'instant, j'espère qu'elle le sera dans la durée, mais qui, pour l'instant, est gagnée dans les eaux françaises en Méditerranée, puisqu'on a montré que la Méditerranée, c'était la première destination touristique au monde et que 40% de la totalité de la superficie de la Méditerranée risquait d'être ouverte au permis d'exploration d'hydrocarbures, avec un risque de marée noire très important dans une mer fermée. Donc ce travail-là, on l'a fait. Pour l'instant, on a gagné. Et donc bien évidemment, on va s'impliquer sur la question de l'offshore ici, à la fois sur le principe et sur les modalités. À la lumière de la COP21, il paraît indispensable de travailler au niveau international pour contraindre chaque nation à respecter des engagements. Quel est le point de vue du WWF ? Je ne suis pas sûr qu'il faille parler... Enfin, si on approche cette question avec un vocabulaire qui est celui de la punition, de la restriction, de la privation, etc., je pense qu'on ne va pas aller très loin. Et on ira encore moins loin dans les pays en développement. J'ai été ministre du développement. Je sais bien que l'aspiration au développement, et c'est vrai ici aussi quelque part, elle est réelle et elle est justifiée. Donc la question n'est pas de raisonner en termes de privation, de renoncement. Elle est de raisonner en termes de transformation et de transition. Et de se dire, aujourd'hui, les pays qui vont se développer,
que ce soit sur le continent africain ou l'Inde par exemple, est-ce qu'ils vont le faire sur le mode du 19e et du 20e siècle, avec du minier, du fossile, du charbon, de l'hydrocarbure, etc. Ou est-ce qu'ils vont le faire avec les technologies qui sont disponibles aujourd'hui, qui sont des technologies notamment dans les renouvelables ou d'autres? Eh bien, c'est ça le sujet. Donc c'est plus une question d'option que de renoncement à. Et ça, c'est important parce qu'en fait, si vous approchez cette question quand vous discutez avec les Indiens, vous leur dites le dérèglement climatique, c'est important, ils disent oui, mais regardez mon bilan carbone à moi, Indien, regardez le vôtre, quand j'aurai le vôtre, on en reparle. Par contre, et ils ont raison, qu'opposer à ça. Bon, donc le sujet, ça a justement été de sortir de cette façon de poser le problème pour dire mais non, c'est votre intérêt. C'est votre intérêt d'aller dans cette direction. Et je pense que la question, elle est à la fois de jouer sur le système de valeurs, bien évidemment, de se dire quel monde on veut laisser à nos enfants, un monde à 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés de réchauffement climatique, qui est un monde absolument invivable de manière pacifique. Donc est-ce qu'on veut laisser un monde où on peut vivre en paix sur cette planète à nos enfants? Ça, c'est une question fondamentale de civilisation, de système de valeurs. Mais aussi jouer sur notre intérêt et de se dire, est-ce que le chemin qui nous dessine la prospérité de demain, c'est un chemin fait de mines de pétrole et de charbon avec ce que j'évoquais, la fameuse malédiction des matières premières dans les pays en développement, ou est-ce qu'au contraire, c'est une autre voie qui utilise les nouvelles technologies, qui utilise l'écotourisme comme au Costa Rica, qui utilise plein de choses, qui permet de dessiner un modèle de développement qui soit beaucoup plus respectueux de la planète et qui non pas détruise jour après jour le capital naturel. Le climat en fait partie, mais malheureusement la crise environnementale, on le sait, ne se réduit pas à la crise climatique, il y a aussi la biodiversité. Donc est-ce qu'on est sur cet antagonisme-là, ou est-ce qu'au contraire, on est sur l'invention de l'utilisation du capital naturel comme étant un élément de transformation de nos modèles économiques? C'est vraiment ça qu'on porte au WWF. Je ne vous dis pas que c'est facile, je ne vous dis pas qu'on est sûr de gagner, mais c'est la bataille qu'on mène et on ne gagne que les batailles qu'on mène.